La semaine dernière, nous avons vu de manière détaillée les courbes oedométriques et nous avons vu comment réaliser une courbe oedométrique. Qui peut me dire, d'après ce qu'on a vu la dernière fois, comment réaliser une courbe oedométrique au laboratoire? Bon, normalement, pour réaliser cette coupe, je pense que on doit faire un essai odométrique. On utilise un odomètre qui permet de limiter la déformation latérale. Ensuite, on place l'échantillon dans l'odomètre. On applique une charge. Et par la suite, après avoir appliqué la charge, qu'on ouvre le robinet pour laisser évacuer l'eau, tout en prenant compte du temps de consolidation. Quels sont les paramètres à déterminer pour tracer la courbe oedométrique? Nous aurons besoin de paramètres. D'un côté, l'indice des vides et de l'autre côté, la contrainte. Et quelles contraintes qu'on aura besoin? La contrainte effective. Et pourquoi? Parce qu'après la phase de consolidation, la pression interstitielle sera négligeable, puisqu'il n'y aura plus d'eau dans l'échantillon. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir la préconsolidation et compression vierge. Préconsolidation, c'est un paramètre très important dans le cas des courbes oedométriques. Si on regarde cette figure représente les résultats d'un essai oedométrique au cours duquel un échantillon a subi des charges et des décharges successifs. Si on regarde la courbe AB, qui est une courbe de chargement, ensuite on fait un déchargement BC de l'échantillon. On peut voir le phénomène hystérésis que nous avons vu la semaine dernière, qui montre que l'allure de la courbe est différente suivant qu'on est en chargement et déchargement. On refait un chargement avec CD. Cette courbe tend à s'incurver lorsque la contrainte devient proche de la plus haute contrainte, ici en B, connue antérieurement par l'échantillon. Il va nous permettre de contrôler la compression vierge. Qu'est-ce qu'on appelle la préconsolidation? C'est un sol qui a été, dans son passé géologique et historique, consolidé sous une contrainte effective supérieure à la contrainte effective qu'il connaît actuellement. La courbe oedométrique peut être caractérisée par 4 paramètres. Voici un modèle de courbe oedométrique qu'on va analyser. Le premier point, c'est le point P, qu'on appelle la pression de préconsolidation, avec 2 paramètres sigma prime P, indice des vides correspondant au point P. Le deuxième paramètre à considérer, c'est la pente qui nous donne l'indice de gonflement. L'autre paramètre à considérer, c'est la pente de la partie finale de la courbe qui nous donne l'indice de compression. Il faut considérer l'indice des vides initial. Ensuite, il faut déterminer la contrainte verticale initiale. Donc, cette contrainte verticale initiale, c'est la contrainte lors du prélèvement sur le terrain. Donc, vous savez comment déterminer cette contrainte initiale sur le terrain. Il faut connaître l'indice de gonflement. Ensuite, le paramètre pression de préconsolidation, sigma prime P. Et ensuite, le CC qui nous donne l'indice de compression. Donc, ce sont ces 5 paramètres essentiels à déterminer lors d'une courbe oedométrique. Maintenant, une fois connaître la pression de préconsolidation, on peut regarder ce qui se passe avant la pression de préconsolidation et après la pression de préconsolidation. Voici ici, vous avez un modèle de courbe oedométrique avec AB, BC. AB, la pente est faible. Avant la pression de préconsolidation et après la pression de préconsolidation, on a une forte pente. Pente faible et puis pente forte. Vous avez la pression de préconsolidation sigma prime P. Entre AB, vous avez un faible tassement. Les contraintes auxquelles le sol a déjà été soumis, les contraintes que le sol a subies ici, c'est dû à quoi? Au poids du sol qui est au-dessus du niveau. À un moment ou à un autre de son histoire, le sol a été soumis à une pression inférieure ou égale à la contrainte de préconsolidation. Entre B et C, à ce moment-là, il va y avoir une forte compressibilité. Le sol ne peut pas supporter plus que la contrainte de préconsolidation sans se déformer de façon importante. Le sol est soumis à des contraintes supérieures à toutes celles qu'il a déjà connues dans le passé. Qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de là? Le sol est donc un matériau à mémoire. Pour la préconsolidation, il y a plusieurs auteurs qui ont réfléchi sur ce phénomène de préconsolidation et la méthode la plus utilisée au laboratoire pour pouvoir déterminer cette pression de préconsolidation, c'est la méthode de Casagrande. Casagrande, en 1936, nous a montré comment déterminer cette pression de préconsolidation à partir
d'une courbe eudométrique de laboratoire. Donc, géométriquement, pour pouvoir déterminer cette pression de préconsolidation, il a déterminé le point D où la courbe présente le rayon de courbure minimum. Et à partir de ce point D, il trace l'horizontale DD'. Et voici l'horizontale DD'. Une fois tracé l'horizontale DD', il a déterminé maintenant une tangente. Il va tracer la tangente DD second ici. Une fois tracé la tangente, vous avez un angle. L'angle, c'est D', D second. À partir de cet angle, il va tracer la bisectrice D2 tierces. OK? Voici la bisectrice. Ici. Une fois tracé la bisectrice, il va prolonger la droite E', jusqu'à son intersection avec la bisectrice D tierces. Et le point de rencontre ici, qu'il a trouvé, est la pression de préconsolidation déterminée par la méthode de Casagrande qu'on peut déterminer géométriquement à partir d'une courbe eudométrique au laboratoire. On va regarder les lois de Terzaghi pour pouvoir déterminer la constante de compressibilité. Et cette constante de compressibilité C est égale à delta H sur H égale à 1 sur C ln de P2 sur P1. Il suffit de faire traverser C de l'autre côté et ensuite on prend C égale à H sur delta H multiplié par lnP2 sur P1. Delta H, c'est la diminution de hauteur de l'échantillon qui est toujours supérieure à 0 en compression. H est la hauteur initiale de l'échantillon. P1 est la contrainte avant l'application de l'incrément de charge. Ensuite, P2 est la contrainte après l'application de la nouvelle charge. Et C est une constante expérimentale appelée constante de compressibilité. Si je fais une application par rapport à ce qu'on vient de voir, ici, vous avez une courbe de modélisation. Cette droite ici, AB, c'est quelle droite? Bon, je dis que c'est la droite de chargement, de compression. Et la droite BC, c'est quelle droite? Déchargement. Vous avez deux droites sur une courbe eudométrique. C'est une droite de chargement, où on trouve la mise en charge, et une droite de déchargement. Maintenant, il faut savoir, quand vous allez déterminer, par exemple, la constante de compressibilité C, quel type de droite utiliser pour qu'on puisse déterminer cette valeur. Par exemple, ici, on va déterminer à partir de cette droite-là la constante de compressibilité C. Par exemple, C est égal à quoi? Le 17, c'est quel paramètre? C'est H, monsieur. Et le 0,09, c'est quel paramètre? C'est delta H. Delta H. Et ensuite, on met P2 sur P1. P2, c'est 2,4 et P1, c'est 1,2. Donc, à partir de là, vous pouvez déterminer le C facilement qui est égal à 130. Le paramètre qu'on a à déterminer dans une courbe eudométrique, c'est la constante de gonflement. La constante de gonflement A, d'après la loi de Terzaghi, delta H sur H est égal à moins 1 sur A, ln de P0, P0 moins delta P. À quoi est égal A? A, ce sera ln P0 sur P0 moins delta P par H sur delta H. A sera égal à moins H sur delta H par ln de P0 sur P0 moins delta P. Et pourquoi on a mis ln de P0 sur P0 moins delta P? Je veux dire que puisque là on est en gonflement, donc normalement on a à enlever une certaine quantité de charge. Donc delta P c'est la contrainte associée à la charge enlevée. Donc du coup on doit diminuer ça de la contrainte initiale. Là, on est en courbe de déchargement. Donc, on va décharger l'échantillon. Donc, c'est pour cela qu'on ne va pas utiliser cette courbe ici pour comme la mise en charge. Maintenant, on va utiliser cette courbe de déchargement. On a la constante de gonflement à déterminer. C'est donc cette courbe que nous devons considérer en géotechnique. Et dans cette formule, delta H est la variation de hauteur de l'échantillon. Delta H est toujours supérieur à 0 en compression. H est la hauteur initiale de l'échantillon. P0 est la contrainte initiale. Delta P0 est l'incrément de charge enlevé à l'échantillon. Okay, delta P0 supérieur à 0 et A est une constante sans dimension appelée constante de gonflement. À partir des valeurs de C,
de la constante de compressibilité, on peut déterminer la nature du sol également. Si on a une constante de compressibilité qui est comprise entre 50 et 300, on peut dire que ce sol-là est instable. Si par contre c'est compris entre 20 et 60, 20 à 60, ça nous donne le limon. Donc si on a une constante de compressibilité C entre 10 et 30, ça nous donne l'argile. Et pour la tourbe, c'est entre 3 et 10. À partir de grandeur de la constante de compressibilité C, on peut arriver à déterminer la nature du sol.